Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour attaquer la dernière séquence de cette année de première générale qui sera consacrée à la Première Guerre mondiale. Cette séquence qui vient clôturer le programme sera assez longue puisqu'il s'agit en réalité d'un thème entier du programme et sera décomposé de la manière suivante. Aujourd'hui, vous allez avoir une introduction sur les causes de cette grande guerre. Je vous enverrai dans les jours à venir un grand 1 sur le front, donc les conditions de vie et les conditions de combat des soldats. Puis la semaine prochaine, vous aurez un grand 2 sur la condition des civils qui participent à la guerre mais qui aussi en sont des victimes. Et enfin, un grand 3 sur sortir de la guerre, c'est-à-dire comment essayer de construire une paix durable après la Première Guerre mondiale. Vous pouvez d'ores et déjà noter le titre de cette séquence. C'est donc la séquence H7, la Première Guerre mondiale, le suicide de l'Europe et la fin des empires européens. Nous commençons tout de suite avec l'introduction, qui elle aussi porte un titre, Une Europe sous tension en 1914. Alors il faut déjà savoir que depuis 1815, l'Europe ne connaît plus de conflits généralisés, c'est-à-dire de conflits qui impliquent la totalité ou la quasi-totalité des pays européens. Il faut remonter aux guerres napoléoniennes, que l'on a étudiées au début du programme, pour retrouver des conflits qui mobilisent la quasi-totalité des sociétés, des peuples européens. Alors ça ne veut pas dire qu'au XIXe siècle, l'Europe est en paix. On l'a vu, on a notamment étudié l'exemple de la guerre de 1870 entre la France et la Prusse. Mais depuis 1815, il n'y a plus de conflit généralisé, et c'est la première idée que vous pouvez noter de cette introduction. L'Europe n'a pas connu de conflit généralisé depuis 1815. Maintenant, passons au contexte de 1914. En 1914, vous le notez, l'Europe est sous tension pour plusieurs raisons. En effet, cette Europe, où la paix règne globalement, malgré quelques conflits, connaît de vives tensions, de vives rivalités entre les pays. Ces rivalités, ces tensions, on les voit se matérialiser sous la forme de la caricature que vous avez en bas de cette diapo, qui est une caricature anglaise où l'on voit que les différents peuples, les différents pays sont incarnés par des chiens ou par des personnages. Qu'est-ce que montre cette caricature? Elle montre en fait les systèmes d'alliance que l'on reverra un peu plus loin. Vous avez d'un côté le chien anglais, donc sous la forme d'un bulldog, juste à côté le chien français, donc ils sont côte à côte. À l'autre extrémité de l'image, vous avez un tracteur qui ressemble plutôt à un rouleau compresseur qui incarne en fait la Russie. Et au milieu se trouve le chien qui représente l'Autriche-Hongrie et un autre chien qui représente l'Empire allemand. L'idée, c'est de montrer que l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne sont encerclés, sont même en quelque sorte écrasés par la Russie et encerclés par la France et l'Allemagne. Cette caricature, qui est d'ailleurs sortie en 1914, montre bien qu'on a un contexte de très très fortes tensions qui peuvent déboucher n'importe quand, du jour au lendemain, sur une guerre. Alors, cette guerre, arrive en raison de multiples causes, de multiples raisons que l'on va voir justement à présent. Première raison, des rivalités économiques. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'on a fait précédemment le cours sur l'industrialisation. Les pays européens, les pays d'Europe de l'Ouest, connaissent une industrialisation qui les met en concurrence. Il s'agit d'être le premier, d'être le meilleur, et vous voyez que ce classement bouge. On le voit sur ce document qui représente la part du PIB mondial en pourcent. En 1870, la première grande puissance industrielle du monde, c'est la Grande-Bretagne qui est passée du premier rang au quatrième rang en 1913. Elle ne représente alors plus que 8,3% du PIB mondial. Les États-Unis se sont révélés et deviennent la première grande puissance industrielle au monde en 1913, mais ce qui inquiète surtout la Grande-Bretagne, c'est que l'Allemagne lui est passée devant. Et donc cela entraîne un certain nombre de rivalités économiques qui jouent bien évidemment. Donc vous pouvez noter, premier tiret, des rivalités économiques,
L'Allemagne devient la première puissance industrielle en 1914. Cela entraîne donc, égal, des convoitises et des inquiétudes dans les autres pays. En effet, certains, notamment des industriels, voient dans une guerre l'occasion d'affaiblir cette rivale. L'Allemagne devient dangereuse. Par exemple, les industriels français, les patrons français, regrettent la pauvreté du sol français en charbon, on a assez peu de charbon en France, et seraient favorables à une guerre pour conquérir une partie du bassin houiller de la Sarre en Allemagne. L'Allemagne qui, elle, regorge de charbon. Donc, l'industrialisation, le capitalisme, et donc cette recherche de toujours plus de profit et cette compétition entre entreprises, entre pays, peut aussi déboucher sur une guerre. Donc, première cause profonde de la Première Guerre mondiale, des rivalités économiques. Deuxième cause, et là je vais faire le lien avec un autre chapitre également vu précédemment, c'est la compétition coloniale. Nous l'avons vu dans le chapitre sur la colonisation, depuis le 19e siècle, il y a une course aux colonies surtout d'ailleurs en Afrique, où les différentes puissances européennes s'affrontent, rivalisent pour avoir le plus de territoires coloniaux possible, pour avoir les plus grands empires coloniaux possibles. Vous pouvez donc noter, deuxième tiret, une compétition coloniale. Depuis le 19e siècle, les puissances européennes se disputent le contrôle de territoires en Afrique et en Asie. La course aux colonies entraîne parfois des crises diplomatiques entre les puissances. Exemple, les tensions entre la France et l'Allemagne en 1911 à propos de la colonisation du Maroc. Ça, j'y avais fait référence d'ailleurs dans la conclusion du chapitre sur la colonisation. En fait, il y a eu deux crises. Une première crise entre la France et l'Allemagne en 1905 à cause du Maroc. Et d'ailleurs, vous voyez ici une caricature, un dessin de presse paru dans l'Assiette au beurre en 1903 et qui montre que déjà en 1903, il y a des tensions puisqu'on a le Maroc incarné par un lapin qui se trouve écartelé par différentes grandes puissances. On peut reconnaître notamment en bas à gauche le casque à pointe du soldat prussien, du soldat allemand, et le français ici avec son bonnet phrygien. Donc cette première crise avait été résolue de manière totalement diplomatique. Il y a eu une seconde crise, cette fois-ci diplomatique de nouveau, en 1911. La marine impériale allemande fait alors une démonstration de force dans la baie d'Agadir, qui est alors la capitale du Maroc. Vous voyez un croiseur d'ailleurs allemand qui passe devant justement Agadir. Le but des Allemands, c'est d'essayer de prendre de force le Maroc. Un compromis est finalement trouvé et la guerre est évitée en 1911. La France a la main mise sur le Maroc et on concède quelques terres africaines à l'Allemagne. Donc jusque-là, il y a des solutions diplomatiques trouvées. Toutefois, la compétition coloniale laisse quand même des traces de tension entre les pays qui montent jusqu'en 1914. Troisième cause profonde de cette Première Guerre mondiale, c'est la montée du nationalisme. Tout le programme de Première repose sur ces sentiments nationaux. Donc rappelez-vous, sentiments nationaux, le fait d'avoir un peuple, un territoire, ces sentiments nationaux qui vont aussi donner naissance à un sentiment nationaliste. Et il y a bien une différence entre le nationalisme et les sentiments nationaux. Le nationalisme, c'est le fait d'affirmer que nos valeurs, nos droits, en tant que peuple, est supérieur aux autres. Qu'on soit français, allemand, britannique, russe, austro-hongrois, etc., etc. Ce nationalisme, ce n'est pas un nationalisme pacifique, c'est un nationalisme qui est très agressif et qui appelle à conquérir de nouveaux territoires. La France, elle n'est pas épargnée par ce nationalisme. Rappelez-vous, on a vu la place et l'importance des nationalistes au moment de l'affaire Dreyfus. Les nationalistes français ont des ennemis extérieurs, comme les Allemands, mais ont aussi des ennemis intérieurs, comme les Juifs. Le nationalisme français a un objectif, c'est de reconquérir les territoires perdus, c'est-à-dire l'Alsace-Moselle, qui ont été annexés par l'Allemagne suite à la guerre de 1870.
Mais ce nationalisme n'est pas propre à la France. En Allemagne, par exemple, les nationalistes allemands veulent étendre l'influence de l'Allemagne, conquérir des territoires en France, conquérir des territoires en Russie. Vous pouvez donc noter, troisième tiret, la montée du nationalisme, qui est donc l'affirmation de la supériorité des droits et des valeurs de sa nation sur ceux des autres peuples. Le nationalisme agressif pousse certains pays à vouloir conquérir de nouveaux territoires. Par exemple, la France veut conquérir l'Alsace ou récupérer l'Alsace-Moselle. Le tableau que vous avez juste au-dessus montre bien en plus cet esprit de revanche, entre guillemets, que l'on essaye d'inculquer aux enfants, puisque dans les classes de la Troisième République, on a des cartes de France qui doivent permettre aux élèves d'apprendre la géographie de la France, mais sur ces cartes, on représente aussi l'Alsace et la Moselle en noir pour montrer qu'il s'agit de territoires perdus, mais que l'on espère bien reconquérir un jour. Nous passons à la cause suivante, donc qui est la quatrième cause, les systèmes d'alliance. En fait, depuis la fin du XIXe siècle, les grandes puissances européennes ont commencé à constituer des alliances défensives entre elles. La première alliance qui s'est constituée dans l'ordre chronologique, c'est ce que l'on appelle la triple entente, c'est-à-dire l'alliance entre le Royaume-Uni, la France et la Russie. Face à cette alliance, ce que l'on appelle les empires centraux se sont également alliés pour former ce que l'on appelle la triple alliance. C'est l'empire allemand, l'empire d'Autriche-Hongrie, puis s'est rajouté l'Italie. Le problème avec ces alliances, c'est qu'elles peuvent déboucher sur un engrenage de la guerre. Il s'agit en fait d'alliances défensives. Ces pays qui fondent ces alliances se promettent de céder en cas de guerre contre l'un d'entre eux, ce qui entraîne bien une menace d'un conflit généralisé. Il suffit en fait qu'il y ait un seul de ces pays alliés qui entre en guerre pour que les autres rentrent eux aussi en guerre. Donc il y a un système d'engrenage. Par exemple, si la Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, alors l'Allemagne et l'Italie doivent aussi déclarer la guerre à la Russie, si on suit le principe de ces alliances. Vous pouvez donc noter, quatrième tiret, des systèmes d'alliance. À la fin du XIXe siècle, 2 systèmes d'alliance défensives se sont noués en Europe, avec la triple alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, et la triple entente, la France, le Royaume-Uni, la Russie. Il reste une cause profonde à cette Première Guerre mondiale, que nous allons voir à présent, c'est la course aux armements. Avec toutes les montées en tension que l'on vient de voir jusque-là, toutes les grandes puissances sentent qu'une guerre est possible et qu'une guerre est à venir. Donc, que ce soit le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Russie, tous sont en train de faire cette course aux armements, d'essayer de se doter des armements les plus modernes et donc les plus destructeurs. Si on prend ce graphique, on voit bien d'ailleurs l'augmentation du budget. Vous prenez la France, on a une forte augmentation du budget lié à l'armée entre 1905 et 1914, mais le pays qui investit le plus dans cette course aux armements, c'est bien l'Allemagne. Comme vous le voyez ici, on passe de 938 millions de marks en 1905 consacrés à l'armement, on passe ensuite à 3 milliards 244 millions de marks destinés à l'armement. Ce fait de se doter d'ailleurs d'armes modernes, c'est fortement lié à l'industrialisation. On utilise tous les progrès liés à l'industrialisation. C'est le travail à la chaîne. Par exemple, pour fabriquer les munitions, les obus, c'est des armes en métal. Les navires de guerre également. Vous voyez ici le Royaume-Uni qui veut maintenir sa suprématie maritime. Le Royaume-Uni, qui est une puissance maritime depuis des siècles, crée de tout nouveaux navires de guerre que l'on appelle les dreadnoughts. Vous avez ici le premier modèle construit en 1906 qui utilise une turbine à vapeur donc pour aller plus vite sur l'eau, qui utilise un armement très important, très destructeur,
et qui surtout utilisent un blindage, puisque bien évidemment, il s'agit autant de détruire le navire ennemi que d'y résister. Les Allemands vont s'inspirer de ces innovations et développer eux-mêmes leurs propres navires de guerre. Les industriels profitent largement de cette course aux armements, puisqu'ils signent des contrats avec les gouvernements, je pense notamment au Schneider, au Creusot. La France fait voter également une loi en 1913 qui porte à 3 ans la durée du service militaire. On élabore des plans militaires également, offensifs, en cas de guerre. Bref, toute l'Europe, avant 1914, se prépare déjà à l'éventualité d'une guerre. Donc, dernier tiret, vous notez la course aux armements. Avec la montée des tensions, les grandes puissances augmentent les budgets militaires et cherchent à se doter d'armes modernes fabriquées grâce à l'industrialisation. Le Royaume-Uni veut maintenir sa suprématie maritime et cela entraîne donc la création de nouveaux navires de guerre, les Dreadnoughts. Conclusion de ces différentes causes, nous venons de voir avec la course aux colonies, la course aux armements, les rivalités économiques, la montée des tensions, que l'on a des États avec des ambitions, des objectifs contradictoires. Ces 4-5 éléments que je viens de vous présenter sont en fait les causes profondes de la guerre. L'Europe en 1914 est une bombe prête à exploser. Il n'y manque plus que le détonateur, la petite étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Et cette étincelle, elle va arriver dans une région particulière d'Europe que l'on appelle les Balkans. Les Balkans, c'est cette région au nord de la Grèce qui incorpore des peuples slaves qui ont été longtemps dominés par l'Empire ottoman. Vous pouvez noter que la région des Balkans est un foyer de conflits depuis le XIXe siècle. Les sentiments nationaux entraînent des conflits. Nous avions vu notamment la guerre d'indépendance en Grèce, mais tous les autres territoires, tous les autres peuples vont également tenter de gagner cette indépendance. Cela va entraîner notamment, exemple, les guerres balkaniques en 1912-1913. Il y en a eu en fait deux. Une première guerre en 1912 entre la Bulgarie, le Monténégro, la Grèce, contre l'Empire ottoman. Le but, c'était de libérer tous ces peuples que vous voyez ici dans ce qu'on appelle la Roumélie ottomane et de leur donner une indépendance, voire de conquérir quelques territoires sur ces territoires libérés. L'Empire ottoman perd la guerre, donc Bulgarie, Monténégro, Grèce gagnent la guerre, mais ces vainqueurs ne parviennent pas à s'entendre sur le partage des territoires conquis. Cela va donc entraîner une seconde guerre balkanique l'année suivante, en 1913. Cette fois-ci, la Serbie gagne des territoires lors de cette guerre balkanique. Donc, vous voyez ici, l'Empire ottoman a quasiment quitté l'Europe. La Serbie s'est taillé une part du lion, donc elle a largement agrandi son territoire. La Grèce a également étendu son territoire au nord, la Bulgarie légèrement au sud. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout le cas de la Serbie, puisque le fait que la Serbie gagne des territoires lors de cette guerre entraîne une certaine méfiance du voisin, et le voisin à cette époque-là, c'est l'Empire d'Autriche-Hongrie. Ce qui est intéressant également avec ces guerres balkaniques, c'est qu'elles sont en fait un prélude, une sorte d'introduction à la Première Guerre mondiale. Ce sont des guerres extrêmement violentes, 200 000 morts en seulement 2 ans, qui utilisent des armes modernes, comme les obus, les armes automatiques. C'est l'apparition également, lors des guerres balkaniques, des tranchées. Bref, on a là tous les ingrédients déjà de la Première Guerre mondiale. Cette guerre balkanique, vous allez me dire, finalement, ne concerne pas les protagonistes de la Première Guerre mondiale. Et pourtant, elles vont avoir un effet, c'est l'effet d'accélérer la course aux armements. Je reviens donc à la trace écrite. Vous pouvez noter que les sentiments nationaux entraînent des conflits. Exemple, les guerres balkaniques en 1912-1913. Le fait que tous ces territoires soient libérés va entraîner des appétits de la part de l'Empire russe et de l'Empire austro-hongrois qui vont essayer d'étendre leur influence sur ces territoires indépendants. Donc vous pouvez noter que l'Empire russe et l'Empire austro-hongrois cherchent à étendre leur influence
sur ces territoires devenus indépendants de l'Empire ottoman. Alors pourquoi vous parlez des Balkans? Tout simplement parce que c'est dans cette zone que va avoir lieu l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale. Nous arrivons à l'année 1914, au mois de juin, le 28 juin. L'archiduc François Ferdinand, qui est l'héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, donc qui devrait succéder à l'empereur quand il va mourir, fait alors une visite dans la ville de Sarajevo. On est en Bosnie-Herzégovine, qui est une province qui vient d'être annexée en 1908 par l'Autriche-Hongrie. Il fait donc une visite dans la ville. Un premier attentat a lieu, il y échappe, miraculeusement. Lui et sa femme arrivent à l'hôtel de ville de Sarajevo, se plaignent fortement de cette attaque, et en ressortant, malheureusement, le conducteur retourne dans la rue où a lieu l'attentat, au lieu de tourner dans une autre rue, et là, un nouvel attentat a lieu. Un jeune nationaliste tire sur François Ferdinand et sur sa femme, et les deux meurent. Vous pouvez donc noter, en guise de trace écrite, qu'un événement dans les Balkans met le feu aux poudres et déclenche une guerre généralisée. Le 28 juin 1914, l'archiduc héritier de l'Empire d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand, est assassiné avec sa femme à Sarajevo par un nationaliste serbe. Cet événement, vous voyez ici deux articles de presse français, donc une du Petit Parisien du 29 juin, donc vous voyez que dès le lendemain déjà ça apparaît en une. Vous avez également une illustration du Petit Journal du 12 juillet 1914. Au début, il s'agit simplement d'un fait divers. Agatha Christie, qui est une auteure que vous connaissez sans doute, qui écrit des romans policiers, écrira dans son journal qu'il ne s'agit finalement que d'un événement lointain. Personne n'envisage alors, en cette fin du mois de juin, que cet événement va déclencher une guerre mondiale. Et pourtant, cet événement va être le moment déclencheur de l'engrenage des alliances. Vous pouvez noter que le 23 juillet, l'Autriche-Hongrie accuse la Serbie de complicité et lui adresse un ultimatum. Alors, un ultimatum, c'est quoi? C'est une exigence formulée par un État à l'encontre d'un autre État. Pour les militaires autrichiens, il s'agit surtout de trouver le prétexte pour soumettre la Serbie, qui commence à gêner l'Autriche-Hongrie, à devenir une menace pour l'Autriche-Hongrie. Dans cet ultimatum, dans ce texte, envoyé par l'empereur à la Serbie, il est exigé que la Serbie laisse totale liberté à la police autrichienne pour enquêter sur le sol serbe. En fait, l'Autriche-Hongrie considère que la Serbie était derrière cet assassinat et qu'elle aurait fomenté un complot. Puisque l'arme qui a servi au jeune étudiant qui a tué François Ferdinand viendrait de Serbie. Pour la Serbie, bien évidemment, c'est inacceptable que l'Autriche-Hongrie fasse une enquête sur son territoire, et donc elle n'accepte pas cet ultimatum. Cela va donc déclencher la guerre. La Serbie appelle alors à l'aide la Russie qui traditionnellement est la protectrice de ces peuples slaves. Vous notez qu'en quelques jours, toutes les grandes puissances entrent en guerre. Si on regarde les dates que j'ai actualisées, 28 juillet, donc 5 jours après l'ultimatum, la Serbie ayant refusé cet ultimatum, vous notez que l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le 30 juillet, les Russes répondent à l'appel à l'aide de la Serbie et mobilisent leur armée. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France, alliée de la Russie. Le 4 août, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne, qui vient de débarquer, d'envahir la Belgique, qui était neutre. Et c'est le prétexte ou la justification de la déclaration de la guerre du Royaume-Uni. Le 5 août, enfin, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie. Vous voyez bien qu'en une semaine, l'Europe entière entre en guerre, ou en tout cas les grandes puissances. Il y a cependant l'Italie, le cas de l'Italie,
L'Italie reste neutre, vous le notez, jusqu'en 1915, puis elle va rejoindre finalement la triple entente, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni et la Russie. Finalement, elle ne va pas se ranger du côté de l'Allemagne ou de l'Autriche-Hongrie. En France, la mobilisation générale ne crée pas d'opposition. Jean Jaurès, rappelez-vous que l'on a vu dans le chapitre sur l'industrialisation, cette figure socialiste appelait à une grève générale de tous les ouvriers d'Europe pour éviter la guerre. Pour lui, si tous les ouvriers italiens, anglais, russes, français, allemands, etc. se mobilisaient et faisaient grève, la guerre n'aurait pas lieu. Cette figure socialiste est assassiné le 31 juillet 1914, donc juste avant les déclarations de guerre, et il dira quelques années auparavant, nous devons empêcher que le conflit s'étende, qu'il dégénère en incendie et que les flammes enveloppent tous les travailleurs d'Europe. Déjà, il a ce pressentiment que le coût humain risque d'être très élevé. Nous venons donc de voir les causes profondes de la guerre, et puis cet événement qui déclenche la guerre, qui met le feu aux poudres, qui est le détonateur finalement de cette guerre. Il faut savoir qu'en 1914, l'Europe n'a jamais été aussi puissante. L'Europe connaît alors ce que l'on appelle la Belle Époque. Mais, vous le notez, en 1914, la guerre qui éclate en Europe devient rapidement mondiale et totale. Elle entraîne des bouleversements majeurs pour les sociétés. Et la problématique, les deux questions auxquelles on va répondre à travers cette séquence seront les suivantes. En quoi la Première Guerre mondiale est-elle une guerre totale? Et ce sera la notion au cœur de ce chapitre. Et comment les vainqueurs ont-ils tenté de construire une paix durable? Nous en avons donc fini avec cette introduction. Si vous souhaitez en savoir plus et avoir notamment des images d'époque sur ce contexte, ces tensions, sur les différents pays, sur l'assassinat de François Ferdinand, je vous renvoie à la série documentaire Apocalypse sur la Première Guerre mondiale, et notamment l'épisode 1, La Furie. Je vous enverrai le lien, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Je vous invite notamment à regarder un premier extrait jusqu'à 15 minutes 30 qui présente un panorama de chaque grande puissance européenne avant la guerre et les causes de cette guerre. Puis de 15h30 à 37 minutes 20, l'engrenage des alliances qui s'est fait extrêmement rapidement après l'attentat de Sarajevo. Je vous souhaite à présent une bonne journée, bon courage à vous.